Été 1943, front de l'Est. Les troupes du Troisième Reich battent en retraite. Les barrages d'artillerie et les assauts des blindés ont eu raison des lignes allemandes. Depuis plusieurs semaines, la Wehrmacht se bat sur deux fronts. En Europe de l'Ouest, dont le flanc sud est menacé par les forces anglo-américaines depuis leur débarquement en Italie, et à l'Est, d'où les nazis ont été contraints de rapatrier une partie de leurs troupes d'élite pour renforcer les unités cantonnées dans la péninsule italienne. À Stalingrad, les soldats allemands épuisés ne peuvent plus résister à la machine de guerre soviétique. Pour Joseph Staline, c'est l'heure de la revanche. Longtemps malmenée, l'armée rouge reprend l'offensive. Au début du mois d'août 1943, elle chasse la Wehrmacht des villes d'Orel et Belgorod. Sur la place rouge, 124 pièces d'artillerie tirent un impressionnant feu d'artifice. Staline proclame « La gloire éternelle des héros tombés dans le combat pour la liberté, mort à l'envahisseur allemand ». À Berlin, Hitler congédie ses officiers les uns après les autres. Désormais, il assume seul les décisions militaires. Il ordonne l'occupation de la ville de Kharkov. Mais est-ce la meilleure tactique? Les troupes soviétiques prennent la ville en tenaille. Le commandant en chef allemand, Erich von Manstein, planifie un mouvement de retraite stratégique. Hitler le désavoue aussitôt. Kharkov doit être conservé à n'importe quel prix. Le Führer n'accepte pas de voir la proie russe échapper à ses ambitions expansionnistes. Le Reich a besoin de ces terres fertiles pour se développer. Il ne veut pas envisager la défaite. Il reste persuadé que la Wehrmacht vaincra par sa seule volonté. Les Allemands se retranchent. Cette tactique semble fonctionner au début. Pendant plusieurs jours, les assauts soviétiques sont repoussés. Plus de 300 chars russes T-34 sont détruits. À la fin du mois d'août 1943, les positions allemandes sont finalement enfoncées. Manstein passe outre les ordres du Führer. Il ordonne la retraite. Dès le lendemain, l'armée rouge s'empare des ruines de Kharkov. C'est le début d'une grande offensive qui s'étire sur un front de 2400 km de long. Il s'étend de Rostov au sud à Smolensk au nord. À l'extrémité sud, en Crimée, l'offensive russe piège des milliers de soldats allemands. Une fois de plus, Manstein demande l'autorisation de battre en retraite. En guise de réponse, le Führer lui envoie ce message : « Ne faites rien, j'arrive. » Il ne viendra jamais. La Wehrmacht est en plein chaos. Elle est à nouveau contrainte de battre en retraite dans la précipitation. Le repli est difficile.
des groupes de partisans aguerris tentent des embuscades aux soldats allemands. Ce sont pour la plupart d'anciens soldats de l'armée rouge séparés de leur régiment lors de l'offensive nazie. Ils mènent des opérations de guérilla. Ils coupent les lignes de communication et de ravitaillement de l'ennemi. Les représailles allemandes sont sauvages. Les villages sont incendiés, les civils massacrés. La Wehrmacht pratique la politique de la terre brûlée. Elle ne laisse rien derrière elle. Usines, champs, voies ferrées, ponts, tout est systématiquement anéanti. En Ukraine, un gigantesque barrage hydroélectrique est détruit. La région n'a plus d'électricité. Dans la partie centrale du front, les Allemands en retraite traversent le fleuve Dniepr. Aussitôt le cours d'eau franchi, ils détruisent tous les ponts et se retranchent sur la rive ouest. Enfermés dans leurs fortifications, ils sont prêts à repousser les assauts soviétiques. Staline offre une récompense au premier de ses soldats qui franchira le fleuve. Au début de l'automne 1943, plusieurs têtes de pont ont été établies sur la rive tenue par les Allemands. Les combats sont féroces. Ils vont se poursuivre tout au long du mois d'octobre. Finalement, en novembre, les troupes soviétiques s'emparent de Kiev. Une fois de plus, les Allemands doivent abandonner leur position. Ils fuient vers l'ouest pourchassés par leur ennemi. À la fin de l'année, le territoire soviétique est libéré. Mais l'armée rouge ne s'arrête pas pour autant et poursuit son offensive en Ukraine. Pour Staline, l'objectif final, c'est Berlin. D'ici le printemps 1944, toutes les armées hitlériennes battront en retraite. Pour se défendre, le Reich compte sur deux excellents modèles de tanks, le Tigre et le Panzer Mark V Panther. Les blindés sont escortés par des unités mobiles. Elles incarnent le dernier espoir allemand sur le front de l'Est. Les Russes possèdent également de très bons chars, dont le T-34. Tous les mois, 2000 nouvelles pièces sortent de leurs usines d'armement de Sibérie. À l'heure où Adolf Hitler disperse ses forces sur deux fronts, la machine de guerre stalinienne tourne à plein régime. 3 millions d'Allemands suffiront-ils à endiguer un raz-de-marée de 6 millions de soldats soviétiques ? Enfin, l'infanterie s'engouffre dans les brèches. Défendre Korsoun devient impossible. Les Allemands vont être balayés. Début janvier 1944, les Russes lancent une première offensive au nord de la ligne de front. Objectif, la ville de Korsoun.
C'est la clé du dispositif de défense allemand sur le fleuve Dniepr. « 12 jours après, une autre offensive, au sud cette fois, prend la cité en tenaille. Cette attaque d'envergure est parfaitement planifiée. Elle engage d'abord un nombre écrasant de fantassins. Les Allemands ignorent où se produira le premier assaut. En guise de prélude, les Russes déclenchent un bombardement d'artillerie dévastateur. Puis des vagues de chars enfoncent les lignes nazies. Enfin, l'infanterie s'engouffre dans les brèches. Défendre Korsun devient impossible. Les Allemands vont être balayés. Le Feldmaréchal Manstein s'envole pour le quartier général d'Hitler en Prusse orientale. Il y demande la permission de battre en retraite. Une fois de plus, Hitler refuse. Après une semaine de combats féroces, près de 60 000 hommes sont assiégés. Korsun n'est plus qu'un vaste piège. Les Soviétiques surnomment cette ville le Petit Stalingrad. Les forces allemandes n'ont plus qu'une issue, rompre l'encerclement. Mais les Russes les attendent. Les chars T-34 et les terribles Cosaques fondent sur ceux qui tentent de s'échapper. Les affrontements durent encore 2 jours. Lorsque Korsun tombe, l'armée allemande a perdu 30 000 hommes. Les forces armées russes accélèrent leur progression. Une flotte de camions-citernes, fournie par les États-Unis, approvisionne les véhicules en carburant. De leur côté, les Allemands ne peuvent compter que sur des chevaux épuisés. La retraite devient un enfer. D'autant que les Russes ont la maîtrise du ciel. L'un des fers de lance de la guerre éclair, la Luftwaffe, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Une partie des appareils a rejoint l'Allemagne pour la protéger des bombardiers alliés. Dans le ciel russe, les avions allemands combattent à 1 contre 5. Les chasseurs bombardiers Sturmovik de l'armée rouge ravagent les unités blindées et les colonnes de ravitaillement. Hitler refuse d'admettre l'évidence et transforme ses cuisantes défaites en simple repli stratégique. Il ordonne à ses troupes d'aménager des secteurs fortifiés et de s'y retrancher. Ces bastions devront être défendus coûte que coûte. Aucune de ces forteresses ne devra être abandonnée sans son autorisation. C'est la stratégie de la dernière chance, une folie qui peut coûter très cher aux Allemands. Cette nouvelle tactique est mise à l'épreuve près de la ville ukrainienne de Kamenets-Podolski. 20 divisions de Panzer y sont quasiment encerclées. Hitler refuse tout mouvement de retraite.
le Feldmaréchal Manstein est loin de partager l'avis du Führer. Il prend la décision de passer outre les ordres et donne au Panzer la permission de rompre le combat. 10 jours plus tard, 200 000 hommes de la première armée de Panzer parviennent à rejoindre les lignes allemandes 150 km plus à l'ouest. Ils ont dû abandonner la plupart de leur matériel et de leurs armes. Pour Adolf Hitler, c'est la retraite de trop. Le Feldmaréchal Manstein est mis en disponibilité. Au sud, les forces allemandes tentent d'endiguer le flot soviétique en se retirant le long de la rivière Yuzny. Non seulement les Allemands échouent à contrecarrer l'avancée ennemie, mais les Russes les piègent et les encerclent dans la ville d'Odessa, au bord de la mer Noire. Les ordres d'Hitler sont clairs, fortifier et défendre la cité. Mais une nouvelle fois, les soldats préfèrent prendre la fuite. Le 10 avril, Odessa est libérée. Les victoires de l'armée rouge au sud permettent à Staline de regarder vers le nord et la ville symbole de cette terrible guerre, Leningrad. Au début de l'année 1944, l'ancienne Saint-Pétersbourg fête un triste anniversaire. Cela fait 2 ans et demi qu'elle est assiégée. 500 000 habitants sont morts de faim dès le premier hiver. Pourtant, les volontaires civils continuent de lutter contre les incendies et surtout de consolider les défenses de leur ville. En 1944, la vie à Leningrad est devenue proprement insupportable. Plusieurs tentatives pour briser l'encerclement ont échoué. En 1942, 50 000 hommes de la 2e armée de choc ont été capturés lors d'une offensive. Une autre, en 1943, réussit à ravitailler les habitants. Mais ces quelques miettes ne suffisent pas. Cette année-là, plus de 20 000 personnes sont mortes chaque mois de froid, de maladie ou de privation. Il est grand temps de mettre fin à ce calvaire. En janvier 1944, le retrait des forces allemandes permet à Staline d'agir. Les soviétiques se sont secrètement infiltrés dans les parages de la péninsule près d'Oranienbaum. L'attaque débute. Pendant 65 minutes, les positions allemandes subissent un feu d'enfer. Très vite, les troupes russes défoncent les premières lignes. Au même moment, un autre contingent monte à l'assaut à partir du nord-est. Les Allemands sont balayés. Pendant 3 jours, leur chef, le Feldmaréchal Georg von Küchler, parvient à résister. Puis, n'en pouvant plus, il demande enfin la permission de se replier. Hitler, comme toujours, refuse. Si les Allemands luttent avec l'énergie du désespoir,
le rouleau compresseur russe ne leur laisse aucune chance. Küchler insiste. Pour sauver ses hommes du massacre, il doit battre en retraite et s'installer sur de nouvelles positions. Hitler le renvoie. Le général Walter Model le remplace. C'est l'une des âmes damnées d'Hitler, un nazi convaincu et loyal. Mais il fait le même constat que son prédécesseur. La situation est catastrophique. Il désobéit au Führer et tire ses troupes de ce guêpier. Le 27 janvier 1944, après 2 ans et demi de siège, Leningrad est enfin libérée. 1 million de civils y sont morts. La ville n'est plus qu'un tas de ruines. C'est sans compter la folie destructrice d'Hitler, qui refuse catégoriquement toute forme de retraite. Ce manque de lucidité tactique va coûter très cher à l'armée allemande. Sur sa lancée, l'armée rouge pourrait pénétrer en Finlande et renverser le régime pro-allemand. En mars 1944, une délégation secrète finnoise se rend même à Moscou pour y négocier des accords de paix. Mais Staline est très gourmand. Il veut annexer la région de Petsamo dans le nord du pays. Le secteur est très riche en nickel, un élément indispensable à la fabrication de certains alliages. Staline réclame aussi une indemnité de réparation d'un montant de 600 millions de dollars. Les Finlandais refusent et se préparent à une invasion imminente. Mais Staline a d'autres priorités. Le haut commandement soviétique, la Stavka, a décidé de déplacer ses opérations vers le sud. En fin d'année 1943, l'offensive russe en Ukraine avait piégé 120 000 Allemands sur les bords de la mer Noire. Dans les premiers jours d'avril 1944, à peine plus de 2 mois après la libération de Leningrad, les forces soviétiques se mettent en marche. L'armée rouge pénètre en Crimée par le nord. Une attaque de diversion est également déclenchée dans l'est de la péninsule. En moins d'une journée, les troupes de l'Axe, situées à l'ouest, sont mises en fuite. Elles se retirent dans le port de Sébastopol. Hitler, fidèle à sa tactique, leur ordonne de s'y retrancher et de résister jusqu'à la mort. C'est bien ce qui va arriver à un grand nombre de soldats. Moins de 2 semaines plus tard, une partie des troupes allemandes est évacuée par bateau. 40 000 hommes s'en sortent de justesse. Mais 30 000 sont encore pris dans la nasse, cloués sur les quais du port. Ils se replient sur les plages, au sud de la ville, espérant que des embarcations viendront les secourir. Ils vont attendre longtemps. L'artillerie russe empêche toute opération de sauvetage. Trois jours plus tard, les assiégés se rendent. Dans le nord, les Allemands occupent toujours une grande zone correspondant à la Biélorussie actuelle. Mais l'armée rouge s'est emparée d'un vaste territoire englobant une partie de la Pologne et de la Roumanie. Cela signifie que les Allemands doivent tenir un front de 2250 km de long. Leurs forces sont étirées au maximum. La logique aurait voulu que les troupes se retirent pour investir des positions plus défendables.
C'est sans compter la folie destructrice d'Hitler, qui refuse catégoriquement toute forme de retraite. Ce manque de lucidité tactique va coûter très cher à l'armée allemande. Car le pire est encore à venir. Au printemps 1944, les forces nazies sont incapables de tenir toute leur position. Elles attendent des renforts qui ne leur seront jamais envoyés. Pour le haut commandement allemand, poursuivre la lutte est un véritable casse-tête. Comment tirer le meilleur parti d'effectifs si réduits? Les services de renseignement conseillent de concentrer les forces en Biélorussie. C'est là que la prochaine offensive devrait avoir lieu. Hitler n'est pas de cet avis. Il est persuadé que Staline préférera attaquer au sud pour tenter de s'emparer des champs pétrolifères roumains. En fait, ils se trompent tous. Au début de l'été 1944, l'armée rouge pénètre en Finlande. Les premières vagues se ruent dans l'isthme de Carélie. Après 2 jours de combat, l'armée finlandaise bat en retraite. Il n'y aura pas de miracle. Au cours des semaines suivantes, l'armée rouge grignote doucement le territoire finlandais. En août 1944, tout sera fini. Cette victoire ne sera que la première étape d'un plan dont le but est clair: la domination de l'Europe. En occupant la Carélie et les mines de la région de Petsamo, Staline avance ses pions. Parallèlement, il prépare la plus grande opération militaire de l'année 1944. L'opération Bagration, du nom d'un héros russe mort pendant les guerres napoléoniennes, doit nettoyer la Biélorussie. Le 22 juin, à 5 h du matin, exactement 3 ans jour pour jour après le déclenchement de l'opération Barbarossa, les pièces d'artillerie soviétiques bombardent violemment les lignes allemandes. L'attaque se produit là où les services de renseignement allemands l'avaient prévu. Le mépris d'Hitler pour ses informateurs va être fatal à son armée. La région est faiblement défendue. Les forces du Führer sont étalées sur un front de 560 km de long. De leur côté, dans certains secteurs, les Russes alignent une pièce d'artillerie tous les 4 mètres, soit plus de 250 canons par kilomètre de front. Ce tir de barrage intense est suivi par un déferlement de fantassins et de chars d'assaut. Les Allemands sont écrasés, d'autant qu'ils ne disposent pratiquement d'aucun appui aérien. La folie d'Adolf Hitler, son refus d'accepter le moindre repli, lance des milliers d'hommes dans la tourmente. Les forces aériennes russes ont les mains libres. Les appareils opèrent derrière les défenses ennemies, coupent les lignes de communication, harcèlent les convois de renforts. En moins de 36 heures, les panzers sont mis hors de combat. 50 000 hommes risquent d'être encerclés dans la ville biélorusse de Vitebsk. Hitler, comme à son habitude, refuse d'abord toute idée de retraite.
Et lorsqu'il se résout enfin au repli de ses soldats, c'est déjà trop tard pour nombre d'entre eux. Quatre jours plus tard, le drapeau rouge flotte sur la ville. 20 000 hommes ont payé de leur vie l'entêtement du Führer. 10 000 sont faits prisonniers. Ce terrible scénario va se répéter plus au sud. Furieux, Hitler renvoie le commandant des opérations, le Feldmaréchal Ernst Busch. Son favori, le Feldmaréchal Walter Model, le remplace. Ce retour en grâce ne change rien. Les villes tombent les unes après les autres. Ce sera bientôt le tour de la capitale régionale, Minsk. Deux jours plus tard, elle est totalement encerclée. 100 000 Allemands y sont enfermés. L'artillerie russe les bombarde jour et nuit. Moins d'une semaine plus tard, les survivants hissent le drapeau blanc. Staline n'est plus pressé de mettre fin à cette guerre. Le chaos en Europe de l'Ouest sert ses ambitions. Établir un glacis d'État communiste aux portes de l'Union soviétique. Le rouleau compresseur russe est en marche. Il se dirige vers les États de la Baltique. La capitale lituanienne, Vilnius, est la première à tomber. Les forces allemandes battent en retraite sur tout le front oriental. Elles laissent derrière elles des régions dévastées. Les populations civiles sont victimes de représailles sanglantes. Malgré l'horreur de cette guerre, les soldats russes ne sont pas préparés aux découvertes qu'ils vont faire. Le 23 juillet 1944, les forces soviétiques abordent le petit village de Majdanek, près de Lublin, en Pologne. Ils y découvrent un camp d'extermination, preuve irréfutable de la mise en place de la solution finale par les nazis. On estime que 170 000 à 350 000 personnes, dont 60 000 à 80 000 juifs, y sont mortes de faim, de froid, sous la torture ou gazées. Mais les Alliés vont purement et simplement ignorer les premiers rapports rédigés par les Russes. Trois jours après avoir libéré Majdanek, l'armée rouge est en vue de Varsovie. Contre toute attente, l'offensive marque une pause. S'il fallait une preuve des ambitions expansionnistes de Staline, elle est bien là. L'armée rouge ne fait pas que libérer l'Europe de l'Est, elle la soumet au nom du communisme. Après la formidable offensive de l'opération Bagration, pourquoi les troupes soviétiques se sont-elles arrêtées? Les Russes ont tué 300 000 soldats de l'Axe. Ils ont fait 150 000 prisonniers. Pourtant, l'armée rouge s'enterre le long de la Vistule, à quelques encablures de Varsovie. Staline n'est plus pressé de mettre fin à cette guerre. Le chaos en Europe de l'Ouest sert ses ambitions. Établir un glacis d'État communiste aux portes de l'Union soviétique. Les Polonais sont les premières victimes de ces calculs politiques. En août 1944, l'insurrection contre l'occupant nazi est déclenchée à Varsovie.
Cette action spectaculaire doit permettre d'asseoir la légitimité du gouvernement en exil à Londres. La résistance polonaise se fait massacrer. L'armée rouge n'intervient pas. La police politique soviétique avait déjà fait exécuter ou envoyer au goulag des résistants polonais après la libération de certaines villes. Cette fois, Staline laisse les Allemands faire le sale boulot. « 18 000 combattants insurgés et 170 000 civils sont tués. Ces massacres ne changent pas le destin de l'armée allemande. Elle est chassée définitivement de Pologne au mois de janvier 1945. Un gouvernement pro-communiste s'installe à Varsovie. C'est le premier pion de Staline sur l'échiquier européen. D'autres vont suivre. Au nord, les unités de l'armée rouge poursuivent la conquête des États baltes qui seront incorporés à l'Union soviétique. 200 000 Allemands sont pris au piège près de Riga, capitale de la Lettonie. Hitler leur ordonne de se battre pour défendre les bases d'U-boot. Mais les forces nazies sont repoussées des rivages de la Baltique. À la mi-octobre 1944, les Allemands sont acculés dans la péninsule de Courlande, à l'ouest de Riga. Ils y resteront jusqu'au 8 mai 1945, jour de l'armistice, date à laquelle ils se rendront aux forces soviétiques. Staline ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors qu'elle pourrait fondre sur le cœur de l'Allemagne, les unités de l'armée rouge lancent une grande offensive à travers les Balkans. En août 1944, près de 1500 blindés et 1 million d'hommes pénètrent en Roumanie. En face, les forces de l'Axe disposent de 800 000 hommes, mais seulement 400 chars. Dès le premier jour, les troupes roumaines pro-nazies sont vaincues. Trois jours plus tard, une partie des forces allemandes est encerclée près de Kishinev. Comme à son habitude, Hitler leur interdit de se replier. Les combats font rage pendant 9 jours. Plus de 180 000 Allemands sont tués ou faits prisonniers. Les survivants battent définitivement en retraite. À la fin du mois d'août, le maréchal Ion Antonescu, dictateur pro-allemand de la Roumanie, est arrêté. Son pays tombe dans l'escarcelle de Staline. L'armée rouge s'empare de Bucarest et occupe une zone stratégique vitale, les gisements de pétrole roumains. Hitler vient de perdre sa source principale d'approvisionnement en carburant.
3 armées soviétiques se ruent plus au sud vers la Bulgarie. La neutralité du pays ne suffit pas à calmer les appétits expansionnistes de Staline. Dans le même temps, le reste des forces soviétiques fait mouvement vers la Yougoslavie. Les divisions nazies basées en Grèce vont être piégées. Elles tentent la retraite de la dernière chance à travers l'Albanie et le sud de la Yougoslavie. Les bandes de partisans harcèlent les convois, montent des embuscades. À la mi-octobre, l'armée rouge entre dans Belgrade. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'elle se dirige enfin vers l'Allemagne en coupant à travers la Hongrie. Hitler expédie des renforts pour endiguer cette vague qui menace le Reich. Mais rien n'y fait. Huit semaines après avoir franchi la frontière hongroise, les troupes soviétiques encerclent Budapest. Après 6 semaines de siège, le gouvernement fantoche pro-allemand s'effondre. À la fin de l'année 1944, la plus grande partie de l'Europe orientale est entre les mains de Staline. L'armée rouge occupe les États baltes, la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie. Des forces pro-soviétiques contrôlent la Yougoslavie et l'Albanie. La Hongrie et la Tchécoslovaquie ne tarderont pas à devenir, comme les autres, des démocraties populaires. Le bloc de l'Est, rempart de l'Union soviétique, est en train de naître. Staline peut ordonner la dernière offensive, l'assaut du Troisième Reich. Après le débarquement en Normandie, les alliés occidentaux sont également aux portes de l'Allemagne. Une course s'engage. Qui sera le premier à entrer dans Berlin ?